Prenez place, veuillez vous asseoir. Je suis un peu bas. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle pour le concours d'éloquence organisé par la Cour d'appel de Bourges, l'antenne de la faculté de droit d'Orléans à Bourges et le barreau de Bourges, concours organisé depuis 7 ans à peu près, je crois. Nous avons soumis à des étudiants volontaires un sujet d'affaires judiciaires fictives sur lequel ils ont réfléchi. Je ne rappelle pas, vous êtes censés tous connaître le sujet sur lequel les étudiants auront à plancher. Ils ont préparé des mémoires écrits, un au soutien des intérêts de la partie civile, un pour chacun des prévenus et un pour le ministère public. Nous les écouterons dans quelques instants en leur réquisition et plaidoirie. Pour apprécier la qualité de leur travail, nous avons réuni un jury composé de, notre invité d'honneur, Madame le professeur Pauline Saint-Martin, professeure de médecine légale, chef de service à l'Institut médico-légal de Tours et expert agréé près la Cour de cassation. Monsieur Éric Maillot, procureur général près la Cour d'appel de Bourges. Maître Dominique Lacroix, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bourges. Maître Laurence Husseglio, avocat au barreau de Bourges. Monsieur Dominique Messinéo, directeur de l'antenne de droit de Bourges. Et Madame Stéphanie Mauclair, maître de conférence à l'Université d'Orléans. Je suis moi-même Alain Vanzo, premier président de la Cour d'appel de Bourges. Nous allons, comme je vous l'indiquais, vous écouter. Nous nous retirerons à l'issue des débats pour délibérer sur la décision à rendre, sur l'affaire qui nous intéresse, et attribuerons à l'issue de notre délibéré 3 prix, le prix du meilleur mémoire, le prix de l'éloquence et le prix du barreau. Nous vous souhaitons à tous très bon courage pour cette épreuve dont nous savons qu'elle peut être compliquée, la prise de parole en public, et nous vous souhaitons, pour les personnes qui sont présentes, nous leur souhaitons un excellent après-midi. Nous allons peut-être appeler la partie civile. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du tribunal, ma consoeur Maître Pic et moi-même, Maître Sapor, sommes ici pour porter la voix de Madame Gaveau. Vous n'êtes pas sans savoir que ce procès concerne 3 individus, dont 2 coprévenus, Paul Valeski et Monsieur Boulnois, qui sont respectivement poursuivis du chef de violences volontaires aggravées et du chef de complicité. Le dernier individu n'est autre qu'Alice Gaveau, victime des préjudices qui seront développés postérieurement. Laissez-moi vous dire que jamais, au grand jamais, je ne me considérerai comme l'avocat de Dieu. En revanche, je ne peux que qualifier mes confrères ici présents comme étant les avocats du diable. Vous devez vous demander avec quelle impertinence j'ose dire cela. Eh bien, je vais vous rappeler les faits. Et ensuite, vous pourrez vous dire, effectivement, les avocats du diable sont bel et bien présents dans cette salle. Quand Alice Gaveau était plus jeune, elle souhaitait devenir une chanteuse d'opéra. Aujourd'hui, elle l'est. Elle avait même des représentations déjà prévues au mois d'avril. Mais avant même que ces représentations n'aient lieu, le 16 mars 2022, est la date qu'Alice Gaveau gardera toute sa vie en mémoire comme étant le jour où sa carrière, son rêve, a été brisé en un instant. Pourtant, ce jour était censé être comme un autre, avec une petite particularité. Madame Gaveau voulait passer une bonne soirée avec ses amis. Et donc s'accorder un moment de répit dans sa vie professionnelle qui est, on ne va pas se mentir, assez contraignante. En tant que chanteuse d'opéra, elle se doit d'entretenir, de préserver sa voix et donc se soumettre à un régime très strict. Malheureusement, son souhait de passer une bonne soirée n'a pas été exaucé. Elle s'est faite étrangler par un inconnu aussi présent à cette soirée. Ce jour-là, pour elle, c'était un inconnu. Aujourd'hui, c'est son pire cauchemar.
Cet inconnu, c'est Paul Waleski. Il agit ainsi sous l'effet du floripondio, une plante ayant des effets hallucinogènes envers le consommateur. Il s'est procuré cette plante par l'intermédiaire de Maurice Boulnois. Le geste de M. Waleski est d'une telle violence que Mme Gaveau en a perdu connaissance. Elle a été donc hospitalisée dans un état critique et son pronostic vital a même été engagé. Paul Waleski, quant à lui, a été emmené au commissariat de police le plus proche par une équipe volante de la brigade anticriminalité, montrant ainsi la gravité de la situation. Alice Gaveau a été hospitalisée durant 15 jours et le médecin a évalué une interruption temporaire de travail de plus de 90 jours. Alice Gaveau n'a cependant pas été seulement traumatisée psychologiquement. Son corps a été quant à lui endommagé. En effet, on lui a diagnostiqué une fracture des cordes vocales, plus précisément des traumatismes laryngo-trachéaux par strangulation. Cet incident a donc causé d'importants problèmes immédiats pour sa carrière, comme l'annulation des concerts déjà prévus, dont la réalité est prouvée par les pièces que nous avons produites, ainsi que des problèmes pour le futur de sa carrière, en cas de séquelles irréversibles touchant ses cordes vocales. Avant de démontrer que Mme Gaveau puisse avoir réparation de par les nombreux préjudices subis, il est nécessaire de prouver la responsabilité de M. Waleski et M. Boulnois face aux infractions qui leur sont reprochées. Violences volontaires aggravées pour l'un et complicité pour l'autre. Tout d'abord, nous nous intéresserons au cas de M. Waleski, qui est donc poursuivi pour violences volontaires aggravées. Le soir du 16 mars 2022, Paul Waleski s'est rendu à une soirée avec ses amis, dans laquelle se trouvait Mme Gaveau. Cependant, Paul Waleski s'est jeté sur elle afin de l'étrangler, entraînant ainsi pour notre cliente une incapacité de travail évaluée par son médecin à plus de 90 jours. Cette violence, elle est volontaire. Cette violence, elle est intentionnelle et ne comporte aucune raison s'apparentant à de la légitime défense. En effet, ces deux individus ne se connaissaient même pas et Mme Gaveau n'avait aucun comportement hostile envers M. Waleski. Et en plus, fort heureusement que Mme Gaveau n'était pas seule avec M. Waleski. Sans les personnes qui se trouvaient autour d'eux, il n'aurait pas été possible de lui faire lâcher prise de par la force qu'il exerçait autour du cou de notre cliente. Il aurait été d'autant plus difficile d'éviter bien pire qu'une perte de connaissance et des traumatismes laryngo-trachéaux. Cependant, il n'a pas été possible d'éviter une longue hospitalisation et une interruption et une incapacité de travailler durant une très longue période à notre cliente. Les faits sont donc caractérisés à l'encontre de M. Waleski et sa responsabilité est pleinement engagée. Par conséquent, nous estimons que l'article 222-11 du Code pénal est applicable au cas de M. Waleski. Paul Waleski est poursuivi pour violences volontaires aggravées à l'encontre de Mme Gaveau, car Paul Waleski connaissait parfaitement les effets du floripondio. Cela ne l'a pour autant pas empêché de se concocter une tisane à base de cette plante et de l'ingérer avant de sortir et de se rendre à la même soirée que Mme Gaveau. Comme nous le savons, le floripondio est une plante originaire d'Amérique du Sud et elle a des effets psychédéliques. Mais M. Waleski est un jeune doctorant qui écrit sa thèse sur cette plante. Donc il l'étudie. De plus, il s'est rendu en Bolivie durant 1 an, un pays dans lequel la plante est très présente. Par conséquent, il est inconcevable que M. Waleski ne puisse pas connaître ou avoir entendu parler des effets de cette plante. Donc, il a pris cette tisane à base de floripondio en connaissance des effets de cette dernière. M. Waleski a aussi dit, je cite, avoir pris cette plante pour se détendre et passer la meilleure soirée possible. Mais le fait de prendre une substance altérant notre perception de notre environnement ainsi que nos sens, afin de se détendre, de passer la meilleure soirée possible, ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose cette phrase ? Moi si.
des termes généralement utilisés de la bouche des consommateurs habituels de stupéfiants. Donc, Monsieur Waleski, soit il est complètement stupide, soit il a un vrai mépris envers ce qui peut arriver aux autres. Il a donc négligé la mise en danger non seulement de sa propre personne, mais aussi celle des tiers. La preuve, notre cliente s'est faite étrangler. Cette phrase démontre bien que M. Waleski connaissait les effets de cette plante. Donc, il a consommé cette plante volontairement, délibérément, et en connaissance des effets de cette dernière. Ce qui l'a amené à étrangler de toutes ses forces Madame Gaveau, car il était sous l'effet hallucinogène de cette plante. Il aurait donc confondu notre cliente avec un boa amarili de Bolivie, vecteur de mort et de cataclysme. La défense essaie réellement de nous faire croire que notre cliente ressemble à un boa. Je trouve cela assez hilarant, assez ironique, que ce soit notre cliente qui soit prise pour un boa, alors que c'est elle qui s'est faite étrangler. Par conséquent, la consommation volontaire de cette plante, en connaissance de ses effets, est un facteur aggravant à la violence exercée par Paul Waleski envers notre cliente. À présent, nous allons nous intéresser au cas de Maurice Boulnois, qui est poursuivi, quant à lui, pour complicité. Maurice Boulnois est un anthropologue qui étudie les effets pharmaceutiques et spirituels des plantes comme le floripondio. Monsieur Boulnois et Monsieur Waleski se sont rencontrés à la suite d'une conférence que ce premier a donnée à l'invitation de la Société psychédélique française. Lors de cet échange, ils ont notamment parlé des effets de cette plante et de sa dangerosité. Ils se sont ensuite revus le 12 mars 2022 dans le bureau de Monsieur Boulnois, qui a donné à Monsieur Waleski un sachet de floripondio. Je vous le demande, est-ce vraiment ce qu'on en attend d'un professeur de l'université? Est-ce que c'est réellement ce que l'on attend de l'université française? Donner ce genre de substance dont les effets ne sont pas ignorés à un étudiant? Je ne le pense pas. Et je doute très sincèrement qu'une personne ici présente dans cette salle puisse le penser. Ils se sont ensuite revus excusez-moi. Sans cet échange, le drame ne se serait jamais produit. Dans ce genre de cas, le code pénal prévoit que la personne ayant facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit est complice. Donc je vous le dis, Maurice Boulnois est complice des violences exercées par M. Waleski. Nous demandons donc au tribunal de tenir compte du rôle déterminant que M. Boulnois joue dans cette affaire et de le juger en conséquence. Je vous remercie pour votre écoute. Je laisse désormais la place à ma consoeur qui plaidera les conséquences de ces violences sur notre cliente. Merci, maître. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, je suis Maître Pic et je me présente devant vous aux intérêts de Madame Gaveau. La vie de notre cliente a basculé du jour au lendemain, plus précisément au cours de la soirée du 16 mars 2022, comme cela vient d'être évoqué par mon confrère. Permettez-moi, afin de mieux comprendre les enjeux de cette affaire, de vous expliquer dans un premier temps qui était Madame Gaveau avant le drame, pour s'intéresser dans un second temps à ce qu'elle est devenue. Madame Gaveau est passionnée depuis son plus jeune âge par le chant lyrique. Rêvant d'être un jour sur scène, notre cliente avait commencé à prendre régulièrement des cours de chant et à s'entraîner avec assiduité. Elle savait à quel point être cantatrice était difficile, mais elle s'en moquait, c'est ce qu'elle voulait. Notre cliente savait pertinemment qu'elle devait s'investir pleinement pour atteindre son objectif, à savoir devenir chanteuse d'opéra. Travailleuse et déterminée, Alice Gaveau a fait beaucoup de sacrifices pour devenir la chanteuse lyrique internationalement reconnue qu'elle est aujourd'hui et que vous connaissez tous. Pour atteindre son objectif, elle a dû sacrifier sa jeunesse, puisqu'elle travaillait en permanence, jamais un week-end,
jamais de vacances, sans un entraînement quotidien de sa voix. Elle a dû avoir une hygiène de vie irréprochable, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas consommer d'alcool, ou bien encore dormir suffisamment, ce qui est difficilement compatible avec une vie sociale épanouie. En tout cas, c'est bien grâce, en partie, à ces sacrifices que Madame Gaveau s'est hissée au même niveau que ses idoles. Madame Gaveau a en effet réussi à devenir mezzo-soprano à l'Orchestre national de France, où elle chantait les plus grands opéras, accompagnée par un orchestre composé de plus d'une centaine de musiciens. Parce qu'elle était une chanteuse hors pair, Madame Gaveau était régulièrement tête d'affiche dans de nombreux opéras prestigieux, comme le Palais Garnier à Paris, l'Opéra de Sydney en Australie, ou bien encore le Théâtre de la Scala à Milan, et j'en justifie dans les pièces que je vous ai remises. Preuve de son talent et de son travail, notre cliente venait même de recevoir une promesse d'embauche afin de se produire 3 fois par semaine dans 2 œuvres distinctes au sein du prestigieux Opéra de New York. Régulièrement en déplacement et en représentation, la vie de Madame Gaveau ne tournait qu'autour de son métier, de sa passion. Et cela lui convenait parfaitement, puisque c'était ce dont elle avait toujours rêvé. Les musiciens, mais surtout le public, étaient devenus ses amis, sa famille. Son emploi du temps était de plus alourdi par une autre passion que Madame Gaveau exerce depuis ses 25 ans, le théâtre, afin d'améliorer ses interprétations. Malheureusement, tout s'est effondré par la faute des 2 prévenus ici présents. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est bien pour que Madame Gaveau soit reconnue victime, conformément à nos conclusions écrites, que votre tribunal, après être entré en voie de condamnation, ordonne une expertise judiciaire de tous les préjudices subis par notre cliente, et c'est bien de ces préjudices que je vais maintenant vous parler. Tout d'abord, Madame Gaveau a souffert et souffre encore énormément physiquement. L'acte de strangulation exercé par Paul Walewski lui a causé, je tiens à le rappeler, une perte de connaissance, son pronostic vital ayant même été engagé pendant plusieurs heures. 15 jours d'hospitalisation, plus de 90 jours d'ITT et surtout un traumatisme au cartilage laryngo-trachéo. Notre cliente a mal, elle souffre le martyre et ne peut que partiellement parler. L'importance capitale de la sauvegarde de la voix de Madame Gaveau, ça va amener Madame Gaveau à tout tenter pour regagner un usage complet et effectif de ses cordes vocales abîmées. Elle se voit donc contrainte de se rendre régulièrement à de très nombreux rendez-vous médicaux. Et encore une fois, je le justifie. Certes, sa vie était remplie de contraintes avant le drame, de par son métier, mais son quotidien est désormais bien pire qu'avant, puisque sa vie se résume aujourd'hui à se rendre à de multiples rendez-vous médicaux. Par ailleurs, ces rendez-vous médicaux ne sont pas tous remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle souscrite par Madame Gaveau. Ils engagent donc directement le patrimoine de notre cliente. Il est évident que sans cet incident, notre cliente n'aurait pas été forcée de dépenser son argent de cette manière. En plus de souffrir physiquement, Madame Gaveau est totalement traumatisée. Imaginez-vous à sa place. Vous décidez pour une fois de mettre votre travail de côté et de passer la soirée chez des amis, quand soudain, un individu physiquement plus fort que vous, qui vous était jusqu'alors inconnu, vous étrangle, sans aucune raison. Il y a de quoi être traumatisé. Il est évident que Madame Gaveau a eu très peur pour sa vie. Elle s'est vue mourir. Il est très difficile de pouvoir se remettre d'une telle agression, alors Madame Gaveau restera traumatisée à jamais. Depuis le drame, Madame Gaveau ne sort plus de chez elle, sauf pour les rendez-vous médicaux. Elle ne veut plus voir personne, elle reste cloîtrée chez elle, ce qui est à l'opposé de sa vie antérieure. Elle qui était sans cesse en représentation, qui rencontrait ses nombreux fans, qui rencontrait de nouvelles personnes dans le cadre de son travail, se retrouve désormais totalement seule et isolée.
Elle n'a plus personne, et même plus ses amis, puisque comme elle s'est faite agresser chez eux, les revoir lui referait revivre le drame. Elle ne voit même plus sa troupe de théâtre, puisqu'elle ne peut plus pratiquer cette activité qui repose en grande partie sur la maîtrise de la voix. La seule personne qu'elle accepte de côtoyer est son psychologue, qui a su mettre les mots sur les souffrances de Madame Gaveau. Il s'agit de phobie sociale. Madame Gaveau est très anxieuse à l'idée de se retrouver en présence d'individus, car elle a terriblement peur d'être à nouveau agressée et que cette fois-ci ce soit bien pire, qu'elle ne s'en sorte pas. Vous en conviendrez, cette situation est très difficile à vivre et Madame Gaveau en souffre. Elle se demande si elle arrivera un jour à s'en sortir, à retrouver un semblant de vie normale. Vous l'aurez bien compris, Madame Gaveau souffre physiquement et psychologiquement, mais le pire, ai-je envie de dire, c'est que Madame Gaveau ne pourra peut-être plus jamais exercer son métier, se produire sur scène, entendre les applaudissements du public qui la nourrissaient depuis de nombreuses années. La voix de Madame Gaveau était son outil de travail, mais puisqu'elle a partiellement perdu celle-ci, il est évident qu'elle ne pourra peut-être plus jamais exercer son métier de cantatrice. Notre cliente était au sommet de sa carrière et avait des opportunités pour se produire dans les opéras les plus prestigieux du monde, et j'en justifie. Ainsi, elle avait un revenu très confortable. Madame Gaveau se voit donc du jour au lendemain dans l'incapacité d'exercer son métier et subit donc, depuis l'agression, une perte de revenus. Elle va de plus sûrement être contrainte de changer de métier, puisque sa voix ne sera sans doute plus jamais comme avant. Il doit être rappelé qu'elle n'a jamais exercé d'autre activité professionnelle que celle de chanteuse lyrique. Elle pourrait alors peut-être devenir professeure de chant, mais imaginez-vous la chute vertigineuse que cela représente de passer du statut de chanteuse internationalement reconnue à un métier plutôt classique, dans l'anonymat. Quel que soit son futur, il sera forcément décevant et pas du tout à la hauteur de tous les efforts fournis depuis tant d'années par notre cliente. Pour vous résumer cette affaire en une phrase, les deux prévenus vont être condamnés à une peine temporaire, tandis que notre cliente a d'ores et déjà été condamnée à perpétuité. Merci, maître. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux avocats de la partie civile? Non? Pas de questions? Pas de questions. Bien, nous allons écouter le ministère public. Madame le procureur, vous avez la parole. Le floripondieux. Mesdames, messieurs de la Cour, l'affaire qui nous réunit aujourd'hui est la conséquence de cette plante si ravissante et inoffensive au premier abord, mais qui en réalité peut être la couverture d'une arme redoutable. De son nom scientifique Brugmansia arborea, cette plante a tout du datura, une autre plante très similaire au Brugmansia, leur seule différence résidant en leur aspect. Très longtemps utilisée lors de rituels de sorcellerie ou encore lors de rituels chamaniques, elle est aujourd'hui la source de nombreuses dérives en Amérique du Sud. De nombreux vols, viols ou encore meurtres ont trouvé leur cause dans la consommation de cette plante. Une rencontre. Messieurs Boulnois et Waleski sont de passionnés de la médecine traditionnelle. L'un est un anthropologue renommé, quand l'autre est un chercheur assoiffé de nouveautés. Leur première rencontre a eu lieu lors d'une conférence donnée par M. Boulnois et a fini par déboucher sur une amitié. Lors d'une seconde entrevue, M. Boulnois délivre à M. Waleski la trompette des anges qu'il gardait si précieusement chez lui depuis un temps indéterminé. Invité à une soirée, M. Waleski s'y rend en ayant bu le floripondio et durant l'invitation, il s'attaque violemment à Madame Alice Gaveau. Il pensait alors s'en prendre un bois Amarali de Bolivie, au vu des effets hautement hallucinogènes de cette plante. Alors,
Alors, messieurs, dames, trompette des anges ou trompette du diable? En raison de cette altercation, Madame Gaveau se voit attribuer une interruption totale de travail de plus de 90 jours. À la suite de l'instruction, Monsieur Waleski est accusé de violences volontaires aggravées et Monsieur Boulnois de complicité. Un acte agressif, non anodin, volontaire, hostile. Tels sont les adjectifs pouvant caractériser l'acte de M. Waleski. Les violences volontaires aggravées, telles sont les violences devant être tenues à l'égard de cet individu. Les violences qui consistent en un étranglement. C'est un acte volontaire et particulièrement attentatoire à l'intégrité de Madame Gaveau. Les effets de la tisane, concoctée à base du floripondio, ne permettent pas de rendre involontaires les blessures occasionnées. Si cet individu semble être possédé par une force étrangère au moment de la strangulation, l'acte d'étranglement reste néanmoins volontaire. La question de ce qu'il pensait étrangler ne joue pas sur l'élément moral et matériel de l'infraction. Ce sont des violences volontaires particulièrement graves pour la victime. Madame Gaveau souffre d'une incapacité totale de travail évaluée à plus de 90 jours. Sa carrière de chanteuse d'opéra aurait pu être réduite à néant. Par chance, pour notre prévenu, tel ne fut pas le cas. Sinon, nous serions devant une autre juridiction et la peine serait de nature criminelle et de 7 ans d'emprisonnement. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'article 222-11 du Code pénal, cadre correctionnel permettant de sanctionner les violences volontaires aggravées. En bien même, M. Waleski pensait étrangler un bois à Marie de Bolivie. Il était en train d'étrangler cette femme, Madame Gaveau, alors qu'elle ne pouvait se défendre. Cet acte seul reflète la volonté de son auteur de commettre cet acte terrible. Quand bien même, l'auteur n'a pas voulu arriver à un tel préjudice subi par cette victime, l'intention morale est constituée. L'intention coupable de M. Waleski ne réside pas dans les conséquences de son acte, mais dans l'acte de violence humaine. M. Waleski doit aujourd'hui en supporter la responsabilité. De ce fait, vous retiendrez la culpabilité de M. Waleski pour le fait de violences volontaires aggravées. Mais quelles conséquences tirer de son état? Mesdames, messieurs, membres du tribunal, pouvons-nous considérer M. Waleski comme pénalement responsable alors qu'il agissait sous l'emprise d'un produit hallucinatoire? Notre président de la République, M. Emmanuel Macron, a déclaré à la suite de cette sordide affaire Halimi, le 18 avril 2021, je cite, que décider de prendre des stupéfiants et de devenir alors comme fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale. Cette citation, fût-elle politique, n'est que le reflet d'une jurisprudence constante. Et que, contrairement à ce que vous plaidera la défense, l'affaire Halimi n'a pas remis en cause. Selon la jurisprudence dominante de la Cour de cassation, je cite, le seul manque de lucidité consécutif à une consommation de psychotropes ne constitue pas en soi une cause d'irresponsabilité. Contrairement à ce qui a pu être parfois exprimé dans la presse suite à cette affaire de vieille dame de confession juive agressée chez elle par un homme souffrant de troubles psychiatriques en lien avec une consommation antérieure de produits stupéfiants, il ne revenait aucunement à la Cour de cassation de s'interroger sur la responsabilité pénale d'un individu sous stupéfiant au moment des faits. Il ne s'agissait pas davantage de savoir si une consommation de stupéfiants constitue ou non une cause d'irresponsabilité. Comme dit précédemment, il est en effet établi que le seul manque de lucidité consécutive à une consommation de psychotropes ne constitue pas en soi une cause d'irresponsabilité. Plus nuancé, la question posée dans cet arrêt de 2021 consistait à savoir si une consommation habituelle de stupéfiants ayant contribué à la survenance de troubles psychiques ou neuropsychiques constitue une faute faisant obstacle à l'application du principe d'irresponsabilité pénale. En l'état du droit positif, une telle question appelait nécessairement une réponse négative.
dès lors que l'article 122-1 du Code pénal ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes, l'existence d'une faute antérieure de ce dernier n'est parfaitement indifférente. Cette question ne se pose pas dans notre affaire. Monsieur Walewski ne souffre pas de troubles psychiques ou neuropsychiques. Les expertises en sont claires. Ce soir-là, Monsieur Walewski agit sous l'emprise du floripondio, caractérisé comme une plante psychotrope. Il s'est drogué et ce n'est pas pour lui d'en tirer argument afin de se rendre irresponsable de son acte. Au contraire, la consommation de stupéfiants ou d'alcool est susceptible de constituer une circonstance aggravante. Il me semble alors impossible de rendre irresponsable pénalement cet individu. Cette affirmation est reprise dans la loi du 24 janvier 2022 qui exclut l'irresponsabilité pénale d'un individu ayant consommé des stupéfiants. La prise du floripondio par M. Walewski était-elle volontaire? A-t-il subi une quelconque contrainte ou pression? Non. Il a décidé de son propre chef. Cela permet alors de retenir sa responsabilité. Puis sûrement, la prise du floripondio a aggravé la commission de violences volontaires à l'égard de Mme Gavot. L'altération du discernement n'étant pas retenue par les expertises psychiatriques, c'est donc une responsabilité pleine et entière qu'il faut retenir à l'encontre de M. Walewski. Le ministère public écarte dès lors la mise en application de l'article 122-1 du Code pénal. Bien qu'il soit tentant d'admettre que M. Boulnois soit complice du délit de violence volontaire, il s'agit d'aller au-delà de cette constatation. En effet, au sens de l'article 121-7 du Code pénal, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. En l'espèce, il faudrait démontrer les éléments constitutifs de cette infraction. Et l'élément légal et matériel existe, puisque le Code prévoit ce délit et que M. Boulnois a volontairement offert cette plante à M. Walewski. En revanche, il s'agirait de s'interroger sur la présence de l'élément intentionnel. Car oui, M. Boulnois n'a sûrement pas eu l'intention de causer un quelconque préjudice à Mme Gavot. Mais alors, de quoi pourrait-il être coupable? Il est judicieux à ce stade de s'interroger sur les effets du floripondio et des drogues. Et la détention et l'œuvre de produits stupéfiants est prévue à l'article 222-37 du Code pénal. Il faudrait donc pouvoir prouver que le brodementia fasse bien partie de la catégorie des produits stupéfiants réprimés par le Code pénal. Donc, le floripondio est une plante psychotrope. Donc, les plantes psychotropes sont prévues à l'article L5132 du Code de la santé publique. Et il prévoit que les plantes, substances et préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes. À l'instar des drogues, les plantes psychotropes ont la faculté d'altérer les actions cérébrales comme la réflexion, l'humeur ou encore la perception. Ainsi, il est aisément possible de justifier que le floripondio fasse bien partie de cette catégorie. Dans sa thèse concernant le datura et autres plantes hallucinogènes, Jean-Marc Barran étudie la synthétisation du LSD et il arrive à la conclusion que des molécules de scopolamine et de yosciamine ont été utilisées. À ce stade, il est fondamental de rappeler que la seule différence entre le datura et le brodementia est leur aspect. Le brodementia et le datura sont principalement composés de ces deux mêmes molécules qui font le LSD. Du fait de sa profession, M. Boulnois connaît forcément la nature de cette plante. Or, cela ne lui a pas empêché de la donner à M. Walewski, ce qui forme l'élément matériel. L'élément légal est évidemment constitué, puisque le brodementia est composé des mêmes molécules que le LSD qui est classé comme stupéfiant. L'élément légal est là. Voyez-vous, je me trouve aujourd'hui face à vous, en ayant pris le risque de ne pas avoir de notes et d'oublier mes propos. C'est exactement ce risque-là qu'a pris M. Walewski dès lors qu'il a donné cette plante, qu'a pris M. Boulnois, excusez-moi, dès lors qu'il a donné cette plante à M. Walewski.
il a commis une réelle imprudence en donnant une plante dont les composants sont classés comme stupéfiants. Quant à l'élément intentionnel, la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 mars 2021 a jugé que peu importe la présence de l'offrant lors de la consommation du produit, l'élément intentionnel du délit est constitué. En l'espèce, M. Boulnois n'était pas présent lorsque M. Walewski a bu le floripondio, mais il forme tout de même l'élément intentionnel par le simple fait de l'avoir offerte. Officiellement, cette plante ne fait pas partie de l'arrêté du 22 février 1990 fixant les psychotropes, alors que ses effets ont très nettement été démontrés par la science. Il s'agit de se demander quelles pourront être les éventuelles évolutions légales ou jurisprudentielles la concernant. L'absence du floripondio dans cette liste ne justifie en aucun cas une absence de peine à l'encontre de M. Boulnois. La personnalisation de la peine. Ce principe à valeur constitutionnelle consiste en l'adaptation de toute peine à un individu. Ce principe est régi par l'article 132-24 du Code pénal. Plusieurs éléments sont pris en compte afin de déterminer une peine. Ainsi, la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, tout en favorisant l'insertion ou la réinsertion du condamné. Le but de cette sanction est d'éviter la commission de nouvelles infractions. Jeune doctorant en histoire de célibataire, spécialiste dans les plantes ayant de fortes propriétés psychotiques. Tel est le profil de M. Walewski. Cet homme consacre ses études à l'usage des plantes aux fortes propriétés psychotiques. C'est pour cela qu'il est parti en Bolivie. Ce voyage aurait dû lui permettre de connaître les effets du floripondio, substance qui, je le rappelle, a été consommée de manière volontaire et autonome par cet individu. Ce profil idéal et exemplaire a malencontreusement volé en éclats à la suite des infractions successives qui ont été commises durant cette soirée. Ce jeune homme, promis à une carrière professionnelle prometteuse, a fait ce soir-là un premier choix stupide, celui de la prise de stupéfiants. Soumis à ce LSD dont il connaît les effets, il fait quand même le choix de se rendre à cette soirée et devient vite délirant jusqu'à confondre Madame Gaveau avec un serpent, un boa amarili de Bolivie. Cette femme, il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue et n'avait aucun grief contre elle. Madame Gaveau n'a jamais été la maîtresse de M. Walewski, ni une amie humiliante ou bien une supérieure tyrannique. Mais ce soir-là, elle est devenue la victime permanente de ce comportement immature et dangereux. D'après ses avocats, M. Walewski n'a jamais été condamné par la justice et n'a jamais consommé de stupéfiants. Le ministère public confirme que son casier judiciaire est vierge. En revanche, cette affirmation doit-elle être remise en cause à la suite de cet incident? La réponse est nécessairement positive. Il a consommé cette substance dans le but de se détendre avant d'aller à une soirée. Parfaitement conscient de ses effets psychotiques, il était. Le fait de n'avoir jamais consommé de drogue ne justifie pas cette terrible erreur commise aujourd'hui. Il ne faudrait pas que Madame Gaveau en soit la seule victime. La peine à prononcer doit tenir compte de la nécessaire sanction de cet acte gravement attentatoire à l'intégrité physique de la personne de Madame Gaveau, par un quantum important et par une amende conséquente, la nécessité de maintenir M. Walewski dans la voie de l'insertion professionnelle et de l'insertion sociale par l'aménagement d'une peine aménageable. Aussi, à l'appui de ces éléments, le ministère public réclame sur le fondement de l'article 222-11 du Code pénal une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'une amende de 15 000 €. Monsieur Boulnois est un homme de 40 ans, marié et père de 2 enfants, a priori sans souci.
Anthropologue passionné, il expose son savoir en tant que maître de conférence. Grand passionné des Amérindiens Yurakares et de leur mode de vie, il trouve un engouement commun avec M. Walewski, qui deviendra rapidement son ami. En tant que maître de conférence en la matière, il n'est pas impossible d'écarter l'hypothèse d'une emprise ou d'une manipulation sur ce jeune doctorant à la recherche de nouvelles expériences pour enrichir sa thèse. En effet, il lui délivre une plante dont il avait conscience des effets et dont il avait conscience que les composants principaux étaient ceux du LSD. Une plante qui est considérée donc comme stupéfiant. M. Boulnois n'a pas d'antécédent judiciaire, certes. Cependant, un casier judiciaire vierge ne justifie pas une absence de peine à l'encontre de M. Boulnois. Cela ne veut pas dire qu'il est exempt de tout reproche. Ainsi, il s'agit de le condamner en conséquence. Le parquet réclame ainsi, sur la base de l'article 222-37 du Code pénal, une peine de 6 mois d'emprisonnement et 1 500 € d'amende, un stage de sensibilisation aux produits stupéfiants et la confiscation des substances mises en cause. Nous vous remercions de votre réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions? Alors moi, j'en ai une. Vous avez rappelé à plusieurs reprises que M. Walewski était poursuivi pour violence volontaire aggravée. Quelles sont les circonstances aggravantes visées par le ministère public? La consommation de stupéfiants. D'accord. Merci. Nous allons maintenant écouter les avocats des prévenus dans l'ordre qui vous plaira. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis Maître Rojon, avocate de Monsieur Paul Walewski. Merci de me laisser la parole, pas en tant qu'avocate du diable, comme le stipule la partie civile, ni comme associée du diable, comme l'était Kevin Lomax, mais juste comme étant une avocate qui défend un prévenu qui, comme chacun, mérite d'être entendu. Aujourd'hui, notre client est accusé de violence volontaire aggravée. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur le terme de drogue. Car oui, c'est un fait, mon client a ingéré une plante nommée le floripondio, ou plus communément appelée trompette de jugement. Mais est-elle véritablement classée comme une drogue selon le droit français? Les drogues sont réglementées par le Code de la santé publique à l'article L 5132-1, qui traite donc des stupéfiants, des psychotropes, ainsi que des substances vénéneuses. Le droit français est attentif et réactif en matière de stupéfiants. Un arrêté du 22 février 1990, modifié en 2020, fixe une liste de substances classées comme stupéfiants. La plante que mon client a ingérée n'y figure pas sur cette liste. La consommation de floripondio ne peut être regardée comme une circonstance aggravante à la strangulation de Madame Gaveau. Alors, doit-on punir une personne qui a consommé une substance légale vis-à-vis du droit français? Si c'est le cas, nous devrions donc punir tous les acheteurs de floripondio, car la plante est en libre accès sur Internet. On peut la retrouver sous forme de thé, mais aussi sous forme de café. Il est souvent affirmé que ce type de thé est 100% naturel. On retrouve des indications sur le type de la plante, mais aussi sur ses bienfaits. Cependant, ils nous préviennent des éventuels aspects nocifs. Il est précisé qu'elle peut être nuisible en grande quantité. Donc mon client s'est vu donner un sachet provenant de Maurice Boulnois, qui n'est pas fondamentalement différent des autres sachets que l'on retrouve sur Internet. C'est donc logiquement que M. Paul Walewski ne s'est pas méfié de ce sachet de thé qui lui avait été donné par son collègue, voire son ami. En 2012, dans le cadre d'une question posée au gouvernement au sujet d'une plante de même famille que le floripondio, dénommée le datura, un agriculteur a alerté le ministre de l'Agriculture sur les dangers de sa présence dans les champs et les commerces.
Le ministre a affirmé qu'il n'y avait pas de danger à la commercialisation du datura. Et il a d'ailleurs affirmé que ces effets étaient très proches des effets du brugmansia, un genre botanique auquel peut se rattacher notre plante. Afin de clarifier les choses, le ministre et j'explique qu'il n'y avait pas à ce jour de problème de santé publique pour ces espèces de plantes. L'encadrement de la loi française en ce qui concerne le floripondio nous indique que ce n'est pas un produit stupéfiant. Il n'y a aucune restriction à la plantation de cet arbuste, contrairement par exemple à la graine de pavot blanche, qui elle est réglementée. Un arrêté du 24 mai 2023 est venu mettre à jour la liste des espèces sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale, temporaire ou permanente. Bien que cet arrêté ne soit pas rétroactif, il est important de noter que les trompettes de jugement ne figurent toujours pas sur cette liste. Ce végétal n'est donc pas réglementé par le droit français. Ce n'est donc pas, à mon avis, au ministère public de classer cette plante comme une drogue. Pour en revenir sur la plante, le floripondion est bien une plante qui contient des substances psychoactives. Les alcaloïdes présentes dans le floripondio sont des substances d'origine végétale. Ils ne sont pas que présents dans le floripondio, on le retrouve dans le domaine médical. On le retrouve donc dans l'anesthésie, la morphine, mais aussi pour dilater les voies respiratoires en cas d'asthme. Au regard des faits, Paul Walewski a été victime disproportionnée apportée par une plante disposant de vertus à nuancer. Mon client a donc utilisé ce sachet de thé pour se détendre lors d'une soirée. L'un des effets principaux de la plante, qui est de se détendre, s'est caractérisé ici. Mon client a donc utilisé ce sachet de thé pour la première et unique fois de sa vie. Il n'est pas un toxicomane. De plus, il a respecté les consignes prescrites en matière de consommation de floripondio. Mon client a donc agi comme toute autre personne qui aurait pu consommer cette plante. Lorsque l'on consomme une substance pour la première fois, donc qui est étrangère à notre corps, les effets peuvent être plus forts, plus intenses. Les réactions démesurées de mon client montrent qu'il n'est pas tolérant face à cette substance. De plus, l'inquiétude peut amplifier les effets ressentis. Paul Walewski connaissait le caractère hallucinatoire de notre plante, mais il ne s'attendait pas à voir des hallucinations au point de confondre un humain avec un serpent. De plus, son avenir professionnel était en jeu ce soir-là. Le directeur d'une éminente université française était présent. Paul Walewski était particulièrement anxieux à l'idée de se présenter, ce qui a pu accentuer l'effet de notre plante. Il est possible aussi que le consommateur ne connaisse pas la quantité exacte de substances psychoactives présentes dans ce qu'il consomme. Paul Walewski ne pouvait donc pas deviner l'intensité du sachet de thé qui lui a été donné. De plus, les substances peuvent être plus ou moins pures. Qui nous dit que M. Boulnois n'avait rien mis d'autre dans ce sachet de floripondio? Était-il vraiment pur? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le dernier point que j'aimerais appuyer est sur le séchage de la plante. Car, pour rappel, M. Boulnois a donc donné un sachet de thé à mon client. Et je cite, il datait d'il y a fort longtemps. Il a été stocké dans une bibliothèque. En général, le processus de séchage de certaines plantes peut provoquer des changements dans leur composition chimique et leur concentration de principes actifs. Donc, on peut se demander si une substance qui aurait été récoltée il y a fort longtemps a les mêmes effets qu'une plante fraîchement coupée. Eh bien, cela peut donc... Une plante qui serait plus fraîche n'a pas du tout les mêmes effets. Une substance qui a été récoltée il y a fort longtemps peut amplifier l'intensité et les effets ressentis lors de la consommation de la plante. Le sachet de floripondio a été conservé dans une bibliothèque. Généralement, pour avoir une bonne conservation des ouvrages
ainsi que des manuels, la température idéale se situe entre 15 et 25 degrés. La température était donc idoine pour que l'eau présente dans la plante s'évapore. Le professeur Denis Karoff, agrégé de physique-chimie, nous a précisé que la température idéale pour le séchage d'une plante se trouve aux alentours de 30 degrés. Ainsi, dans une pièce à chauffer à 25 degrés, une plante va sécher de la même manière, mais plus lentement. Il ne fait donc aucun doute que ces composants ont séché. Il faut savoir que dans le floripondio, 2 molécules actives sont présentes. Elles sont à l'état solide et elles ne font qu'avec une assez haute température, à savoir de 100 degrés pour l'isothiamine et 59 degrés pour la scopolamine. La fonte permet de retirer les éléments toxiques présents dans le floripondio. La scopolamine est l'une des molécules les plus dangereuses. Elle est présente dans le GHB, nommée drogue du violeur. Cette substance s'évapore lorsque la température atteint 59 degrés. En l'occurrence, elle n'a pas pu disparaître en étant conservée dans une bibliothèque, tout comme l'isothiamine. La scopolamine présente dans le sachet de floripondio est l'élément à l'origine de ces effets toxiques. Elle est donc toujours présente dans le sachet, mais mon client ne pouvait pas savoir comment M. Boulnois avait conservé ce sachet. M. Boulnois aurait dû informer mon client sur les risques du floripondio quand il était séché ainsi que ses effets. J'admets que mon client était conscient de la consommation de floripondio, mais son but était de se détendre. Dans aucun cas, il aurait prévu un tel déroulement, sachant que son avenir professionnel était en jeu. Les informations non communiquées à mon client de la part de Maurice Boulnois étaient essentielles avant cette consommation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je laisse à présent la parole à mon collègue, Maître Rago, qui va démontrer l'influence que M. Boulnois a eue sur notre client. Merci. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du jury, le profil de mon client, M. Waleski, est, malgré ce que la partie civile a tenté de vous faire croire, celui d'un citoyen modèle. C'est un étudiant semblable aux autres, ayant un parcours scolaire irréprochable. Sans casier judiciaire, son profil serait celui d'un primo-délinquant, n'ayant jamais fait usage de violence avant les événements qui nous ont amenés ici. Seulement, cette soirée représentait pour lui une occasion immanquable pour se présenter auprès du directeur d'une éminente université française. Imaginez-vous l'anxiété ressentie par M. Waleski dans cette situation. Lui, qui est de nature timide, n'a pas vu de meilleure solution que de consommer une infusion avec le sachet que M. Boulnois lui a transmis. Et cela dans le seul et unique objectif de se désinhiber. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'article 132-19 du Code pénal indique que le tribunal, pour prononcer une peine, doit tenir compte du profil du prévenu. Ici donc, M. Waleski. C'est un homme au parcours de vie exemplaire et qui n'avait jamais eu affaire à la justice. Par conséquent, il semble déraisonnable d'appliquer une peine trop lourde. Dans la situation de mon client, déjà brisé psychologiquement par les remords, l'application d'une telle peine ne viendrait qu'endommager davantage sa carrière et son avenir. L'épisode psychotique dont M. Waleski a été victime a modifié sa perception de la réalité. Il est sûr qu'en dehors de ce cadre-là, jamais M. Waleski n'aurait causé de dommages à qui que ce soit. Cet étudiant a encore l'avenir devant lui. De plus, il ne représente aucun danger pour la société. Ainsi, la réponse de la justice, compte tenu de la situation présentée, ne doit pas aboutir à une réaction disproportionnée. Il est établi que le sachet de floripondio est la source du trouble de mon client. Ce sachet était impropre à la consommation et dangereux pour M. Waleski. Néanmoins, M. Boulnois n'a pas jugé bon de l'en avertir. Le rapport de confiance, basé sur l'admiration entre l'étudiant et son mentor, l'a amené à ne pas se questionner sur la provenance de ce sachet,
ni même du conditionnement de celui-ci. Bien que les deux accusés nous aient présenté des relations proches de l'amicale, l'étudiant s'est retrouvé dans l'engrenage d'une relation déséquilibrée entre ce chercheur et lui-même. La relation noue, d'un côté, un homme ayant réussi sa carrière professionnelle, un éminent chercheur, reconnu et respecté par ses pairs, et avec à l'inverse, M. Waleski, étudiant à l'aube de sa carrière, devant prouver à tous qu'il est capable d'accomplir de grandes choses. La naissance d'une relation entre ces deux profils ne peut pas aboutir à une relation d'égal à égal. M. Boulnois avait l'ascendant hiérarchique sur M. Waleski. Il occupait un rôle de mentor, un bon professeur. Le jeune chercheur voyait en celui-ci une source d'inspiration, un exemple à suivre. C'est logiquement qu'il n'a pas pu voir le danger que représentait la consommation de ce sachet qui lui avait été fourni par son guide. Paul est simplement un étudiant qui a fait confiance à son mentor, à son bon professeur. Je rappelle que nous parlons du sachet ayant amené à l'étranglement de Madame Gaveau. Mesdames, Messieurs les jurés, la responsabilité pénale de M. Boulnois peut et doit être engagée sur le fondement de l'article 121.3 et 222.15 du Code pénal. Dans un premier temps, il a en effet commis une faute caractérisée en transmettant à cet étudiant un sachet datant de fort longtemps et présentant un risque de par sa consommation. Cet éminent chercheur ne pouvait ignorer le risque que la consommation de ce sachet entraînerait. Si M. Boulnois n'a pas causé directement le dommage, il a grandement contribué à la réalisation de celui-ci en omettant de prévenir M. Waleski des risques qu'il encourait. Cette lourde imprudence a largement participé à la commission de l'infraction, puisque M. Waleski, sous l'influence de son mentor, n'a pas pu déceler le risque que représentait ce sachet. Dans un second temps, la Cour de cassation en chambre criminelle le 23 mars 2021 a inculpé un prévenu au moyen de l'article 222.15 du Code pénal. Dans cette affaire, le prévenu avait donné un sachet d'infusion de Brunmansia à une personne sur qui il exerçait une influence. Pour rappel, la Brugmansia est une fleur comme le floripondio. Et tout comme le floripondio, ce n'est pas une drogue. Cette ingestion a conduit la victime à se blesser lors d'un épisode psychotique non souhaité. Le fournisseur ne l'avait, hélas, pas prévenu des effets nocifs de l'infusion, et cela, bien qu'il les connaissait. La Cour de cassation, en confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, a relevé le rapport d'influence existant entre le consommateur et le fournisseur de l'infusion. Et elle en a conclu que la responsabilité pénale du fournisseur pouvait être engagée. En effet, bien que l'infusion ait été consommée en son absence, celui-ci connaissait les effets nocifs de la plante et n'en a pas informé la victime qui, au résultat, s'est blessée. Cette affaire nous amène donc à comparer les deux cas qui sont similaires. Monsieur Boulnois connaissait les effets nocifs du floripondio et peut donc être considéré comme responsable d'une infraction. En effet, l'infusion a été consommée sans sa présence, mais le lien d'influence est également avéré dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Pour inculper le fournisseur au moyen de l'article 122.15 du Code pénal, la haute juridiction a interprété les éléments constitutifs de l'infraction. Et pour ce qui est de l'élément intentionnel, la Cour a établi que cet élément pouvait être dégagé du fait que le fournisseur connaissait les effets nuisibles du produit et ne l'a, malgré tout, pas transmis au consommateur. Avec les éléments que nous venons de vous apporter, pouvons-nous délibérément affirmer que Paul Waleski est le principal responsable du dommage infligé à Madame Gaveau? Eh bien, au regard de la décision du 23 mars 2021, le prévenu Paul Waleski devrait recevoir une atténuation des dommages et intérêts à verser à Madame Gaveau. En effet, dans la décision favorable au consommateur, l'étudiant a vu en M. Boulnois une figure d'autorité, son mentor. Il était impossible pour M. Waleski de se douter de l'ampleur
de la dangerosité que représentait la consommation de ce sachet fourni par le docteur du CNRS. Les avocats de M. Boulnois vont tenter de démontrer que celui-ci n'a pas confié le sachet dans le but qu'il soit consommé. Néanmoins, pourquoi offrir une plante ornementale dans un sachet de thé? L'étudiant, hélas, n'a reçu aucun avertissement de la part de son mentor, qui l'a laissé dans une situation dangereuse, ayant entraîné le résultat catastrophique qui en a suivi. Je vais maintenant laisser place à mon confrère, Maître Breteau, qui va vous démontrer qu'au-delà de l'établissement de la responsabilité de M. Boulnois, l'irresponsabilité de M. Waleski peut et doit être prononcée. Merci. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, comme l'a dit mon collègue Maître Rago, l'irresponsabilité pénale de Paul Waleski doit être prononcée. C'est en tout cas le sens de notre demande. Avant d'expliquer les arguments qui nous laissent croire que Paul Waleski doit être déclaré irresponsable pénalement, je tiens à rappeler toute la compassion de notre client pour Madame Gaveau. Il est pleinement conscient des conséquences graves et délicates des blessures de Madame Gaveau. Dans ce contexte, c'est avec une grande humilité que je me présente devant vous pour demander l'irresponsabilité pénale de celui-ci. Croyez bien qu'il n'avait jamais pensé se retrouver un jour dans une telle situation. La France ne juge pas les fous. C'est souvent par cette phrase quelque peu imprécise, avouons-le, que l'on entend parler de l'irresponsabilité pénale. Pour mieux la définir, je dirais que son corollaire, la responsabilité pénale, joue pour les personnes, pour les individus, capables de comprendre et de vouloir leurs actes. Ainsi, Paul Waleski n'avait aucune intention de s'en prendre à Madame Gaveau, et il n'a sur le coup pas été capable de comprendre ce qu'il faisait, et cela en raison des graves hallucinations qu'il avait au moment des faits. L'une des 4 causes subjectives d'irresponsabilité pénale est le défaut de discernement résultant d'un trouble mental. Le discernement d'un individu peut donc être altéré ou aboli. Le discernement de M. Waleski, qui a été pris, rappelons-le, de graves hallucinations, s'est avéré aboli au moment des faits. C'est pourquoi il s'en est pris violemment à Madame Gaveau. Sans cela, il n'aurait jamais été coupable d'une infraction. Il n'aurait jamais commis une infraction. Cette abolition du discernement est caractérisée dans notre situation par les hallucinations graves de Paul Waleski, mais aussi par ses réactions inhabituelles lors d'une telle scène. Il s'est assis, prostré et hébété dans un coin de la pièce. Une réaction tout sauf normale. Cette abolition du discernement a déjà été considérée comme le fondement de l'irresponsabilité pénale. C'est en tout cas le sens de la fameuse jurisprudence Halimi du 14 avril 2021. Cette affaire Halimi est une affaire dans laquelle un homme, pris d'une bouffée délirante, ayant aboli son discernement, s'est vu être déclaré irresponsable pénalement. Le mis en cause, consommateur régulier de cannabis, était sous l'emprise de ce stupéfiant au moment où il a défenestré Madame Halimi. Et c'est bel et bien sur ce point, sur son intoxication volontaire, que cette affaire a fait parler. En cassation, les parties civiles ont demandé à la Cour de retenir la responsabilité de l'homme compte tenu de son intoxication volontaire. Mais la Cour de cassation n'a pas fait droit à cette demande, et je dirais même qu'elle a posé un principe ce jour-là. Elle a affirmé qu'au moment des faits, elle ne distinguait pas, selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition du discernement. Précisons d'ailleurs que l'abolition du discernement peut être temporaire. En clair, dans cet arrêt, la Cour de cassation a indiqué qu'elle n'avait que faire des raisons qui avaient mené à l'abolition du discernement du prévenu. Le fait que l'abolition du discernement vienne d'une intoxication volontaire ne permet pas d'écarter son irresponsabilité pénale. Cette jurisprudence s'impose à notre cas. C'est-à-dire que, comme le mis en cause dans l'affaire Halimi, notre client a vu son discernement être aboli au moment des faits.
Comme le mis en cause dans l'affaire Halimi, Paul Walewski avait consommé une substance de manière volontaire. Comme le mis en cause dans l'affaire Halimi, il convient de ne pas distinguer selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de son discernement. Et enfin, comme le mis en cause dans l'affaire Halimi, Paul Walewski doit être déclaré irresponsable pénalement. De la même manière que la jurisprudence Halimi, un tout nouvel article datant de 2022 du Code pénal nous permet d'envisager l'irresponsabilité de notre client. Mais il convient d'abord de regarder d'où vient cet article, quelle est son origine, pourquoi a-t-il été adopté. Concrètement, cet article vient d'une réponse du législateur à la jurisprudence Halimi. Il a voulu la contrecarrer. Pour contrer les conséquences de cet arrêt, le législateur a instauré l'article 122-1-1 du Code pénal. Cet article conditionne l'irresponsabilité pénale. Je dirais même plus précisément qu'il pose 2 conditions. Désormais, un individu ne peut être tenu irresponsable pénalement lorsque l'abolition de son discernement résulte dans un temps très voisin de son passage à l'acte d'une prise volontaire de substances psychoactives, c'est le premier élément, dans le dessein, second élément, de commettre une infraction. En clair, le législateur a souhaité qu'une personne prenant des substances psychoactives dans le but de commettre une infraction ne puisse se voir appliquer le régime de l'irresponsabilité pénale. Dans notre cas, Paul Walewski a étranglé Madame Gaveau en ayant consommé des substances psychoactives. Il ne le conteste pas. Il les a consommées de manière volontaire en prenant la tisane qui lui avait été donnée par Maurice Boulnois. Il remplit donc la première condition énumérée à l'article 122-1-1. Cependant, la seconde condition, celle de la volonté de l'auteur de commettre une infraction, doit être présente pour écarter l'irresponsabilité pénale. Mais soyez-en sûrs ici, elle ne l'est pas. Et c'est sur ce point précis, par l'absence de ce second critère, que Paul Walewski peut se voir appliquer le régime de l'irresponsabilité pénale. Concrètement, il n'a pas bu cette tisane dans l'intention de commettre ou de faciliter une infraction. Il l'a bu pour se détendre, avant de se rendre à une soirée importante pour lui, dans laquelle son avenir était en jeu. Jamais il n'a eu pour intention, même s'il a volontairement consommé ce sachet de tisane, de s'en prendre à Madame Gaveau. Ces actes ne sont que le reflet de l'abolition de son discernement, et ils ne sont pas le fruit de sa volonté. C'est pourquoi nous vous le demandons aujourd'hui, et nous vous demandons l'irresponsabilité pénale de Paul Walewski. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Bien. Nous allons désormais écouter les avocats au soutien des intérêts de monsieur Boulnois. Boulnois. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Maître Mousset, avocate du prévenu Monsieur Boulnois, pour complicité de violences volontaires aggravées et d'offre des détentions de stupéfiants. Mais permettez-moi de vous citer une citation de l'auteur Dan Brown. « La science peut guérir comme elle peut tuer. Tout dépend de l'âme de celui qui l'utilise. Et c'est l'âme qui m'intéresse. L'âme qui nous intéresse aujourd'hui est celle de M. Boulnois, mon client, mais au-delà de cette âme, c'est un homme de sang et de chair que j'assiste aujourd'hui, qui a toujours eu pour vocation de mettre la science au profit de la guérison. C'est un homme qui ne veut que le bien de son prochain. Depuis toujours, en tant qu'anthropologue, M. Boulnois s'est intéressé aux humains, aux sociétés qu'ils composent, dans leur diversité sociale, culturelle, biologique et encore historique. De plus, mon client est directeur du Centre national de la recherche scientifique. C'est donc un chercheur, mais de façon expérimentée et passionnée depuis de nombreuses années. Il a passé sa vie à essayer de mieux comprendre les sociétés,
à analyser leurs changements, leur évolution. Il n'a donc cessé de comprendre l'humain, tout ce qui nous relie, malgré nos différences et nos dissemblances. Parmi toutes les populations qu'il a pu étudier, une la fascine, c'est les Yurakaré. Les Yurakaré, c'est une population amérindienne située dans les basses terres boliviennes, qui sont regroupées dans les départements du Beni et du Cocabanamba. Bien que parlant d'une langue isolée, M. Baunois a su les étudier, a su les comprendre et a su se faire respecter par eux. Cette notoriété l'amène à être sollicité pour donner des conférences consacrées au chamanisme et à la médecine traditionnelle. Et c'est dans ce cadre qu'il donne une conférence à l'invitation de la Société psychédélique française. Et c'est lors de cette conférence qu'il fait la connaissance de M. Waleski, étudiant, doctorant, ayant les mêmes passions que lui. Néanmoins, j'appuie bien sur ce fait, c'est une âme bien différente que la sienne. Face à cet étudiant doctorant, M. Baunois pensait avoir trouvé un alter ego en M. Waleski. Mais encore une fois, c'est une âme bien différente qui lui a été révélée. Les avocats de la défense de M. Waleski nous ont mentionné une confiance entre ces deux chercheurs qui justifierait pour M. Waleski qu'il puisse consommer ce sachet de floripondio sans se soucier des effets secondaires. Mais rappelons que M. Waleski connaît bien la Bolivie, pour y avoir passé une année de sa vie consacrée dans le cadre de sa préparation de sa thèse au sujet de la plante floripondio, aux fortes propriétés psychédéliques. M. Waleski s'est donc intéressé à cette plante. Il l'a étudiée, elle ne lui est donc pas inconnue. Et par conséquent, il connaît les effets néfastes, les effets secondaires. Et c'est de ce fait-là que mon client, M. Baunois, a remis ce sachet de floripondio venu de la Bolivie, pensant avoir trouvé en M. Waleski un sérieux et une connaissance. En effet, cette remise était dans le seul but d'aider le doctorant dans ses recherches, de manière à plus les pousser, à les nourrir, dans ce cadre de son sujet d'étude consacré à cette plante, le floripondio, qui est non dans le but d'une consommation. Donc à quel moment M. Waleski a trouvé opportun de consommer ce sachet, son sujet d'étude, et non, qui est non une substance consommable, dans le but de se détendre? Mais soyons clairs, il n'y a-t-il pas d'autres plantes connues et reconnues, et dans le but de se détendre, sans effet secondaire? De plus, mon client, M. Baunois, s'adresse à un doctorant. Il ne s'adresse pas à un étudiant de première année. Il ne s'adresse pas à un néophyte. C'est-à-dire que ce doctorant a plusieurs années d'études consacrées sur cette plante aux fortes propriétés psychédéliques. Il a donc des connaissances à ce sujet. Et mon client n'est pas là pour faire de la prévention. C'est un chercheur. M. Waleski n'a tout simplement pas respecté la démarche de M. Baunois. Donc jamais mon client, M. Baunois, n'aurait pu penser se retrouver là, assis, à côté de cet étudiant qui a dévoyé les principes même de la recherche scientifique, de la rigueur de la recherche en laboratoire, et tout ce qu'il enseigne depuis des années à ses enseignants dans le plus grand respect et soin. Jamais M. Baunois n'aurait pu penser qu'en remettant ce sachet de floripondio à M. Waleski, que celui-ci l'aurait entraîné dans une spirale infernale judiciaire pour répondre de fait devant vous les juges de complicité de violences volontaires aggravées et d'offres et de détention de stupéfiants. Mon client est un chercheur et non un délinquant. Être assis aujourd'hui sur le banc des prévenus est donc une infamie pour mon client. Être assis aujourd'hui sur le banc des prévenus pour mon client est donc un déshonneur, qui est un chercheur expérimenté et passionné, ayant toujours eu pour vocation la guérison au profit de la science, et non les violences, et non le crime, et qui a su le prouver depuis toutes ces années en étant anthropologue au service des humains et de leur société, mais encore plus en étant directeur de la recherche scientifique, et qui n'a jamais une seule fois violé les devoirs et obligations imposés par la science, afin
de garantir la sécurité de tous, contrairement à M. Waleski. Je laisse dès à présent la parole à ma consoeur Maître May. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. C'est la liste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, Monsieur Boulnois est un anthropologue spécialiste des Amérindiens Yuracari. À ce titre, il connaît la plante nommée Floripondio au Pérou et Iganton en Colombie. Monsieur Boulnois a un champ de recherche proche de celui de Monsieur Waleski. C'est d'ailleurs ce qui les a rapprochés lors d'une conférence organisée par la Société psychédélique française et dispensée par Monsieur Boulnois. La Société psychédélique française est une association de médiation scientifique et culturelle sur le thème des substances psychédéliques. Cela signifie que l'association étudie les produits ayant un effet hallucinogène. Cette association est dotée d'une charte. Dans son article 2, il est précisé que le but de l'association est la recherche sur les plantes psychédéliques afin d'en avoir une meilleure connaissance. Elle mentionne d'ailleurs dans ce même article sans inciter à leur usage. Le but n'est donc pas la consommation, mais l'information. C'est dans ce climat que M. Boulnois reverra M. Waleski quelques jours plus tard dans son bureau afin de discuter entre professionnels, entre collègues de cette plante. Et afin de permettre à M. Waleski d'approfondir ses travaux, M. Boulnois lui remet alors un sachet de fleurs Floripondio afin qu'il puisse l'étudier. Tous deux en connaissent parfaitement la toxicité. En effet, toutes les parties de la Floripondio sont toxiques. À son contact, des irritations et des démangeaisons apparaissent. Ingérées, les feuilles, fleurs et graines sont de puissants psychotropes. Elle peut provoquer, en étant consommée, des hallucinations, des délires, pouvant conduire au coma, puis à la mort. Mais M. Waleski étant, tout comme M. Boulnois, un professionnel sur le sujet, il connaît parfaitement les effets de cette plante. M. Boulnois n'a donc aucun doute, en raison de la toxicité de la plante si elle venait à être ingérée, M. Waleski ne la consommerait pas. L'infraction de complicité reprochée aujourd'hui à M. Boulnois est définie dans le Code pénal à l'article 121-7. Cet article dispose qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Pour que cet article soit applicable à M. Boulnois, il faudrait que celui-ci ait été au courant de l'usage détourné que comptait faire M. Waleski de la Floripondio. Or, M. Boulnois n'a jamais su que M. Waleski comptait ingérer la plante. Face à ces faits, il est possible de les rapprocher de l'arrêt du 13 janvier 1955 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, un créancier avait engagé un homme de main pour aller légèrement malmener un débiteur et à ces fins lui avait fourni 2 armes qui ont en réalité servi à abattre le concierge de l'immeuble du débiteur. Or, le créancier a finalement été accusé de complicité d'homicide. Cette complicité n'a pas été retenue devant la Cour en raison de l'usage dans lequel étaient destinées ces armes qui n'était pas le meurtre du concierge. Ainsi, M. Boulnois ne peut pas se voir reprocher le chef de complicité. Par ailleurs, M. Boulnois est odieusement accusé d'offre et de détention de stupéfiants. Offrir et détenir cette plante n'est pas plus répréhensible que posséder des cartouches pour siphons culinaires. Toutefois, un usage détourné peut être fait de ces fameuses cartouches, car elles contiennent du protoxyde d'azote, qui est un gaz hilarant ayant des effets psychoactifs lorsqu'il est inhalé. Il est également possible, à ce titre, de rapprocher la Floripondio du tabac ou de l'alcool qui, ingérés de mauvaise façon, peuvent tout à fait conduire à la mort.
Pour autant, ces substances sont parfaitement légales en France. Ces comparaisons sont possibles dans le cas présent, puisqu'en effet, la floripondio n'est absolument pas un stupéfiant. La notion de stupéfiant est définie à l'article 222-41 du Code pénal. Cet article dispose que constituent des stupéfiants, au sens des dispositions de la présente section, les substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les stupéfiants interdits en France sont regroupés dans un arrêté du 22 février 1990 que je vous ai transmis, et il fixe la liste des substances qui sont classées comme stupéfiants. En parcourant cette liste exhaustive, regroupant plus de 200 substances psychoactives reconnues en France, on peut s'apercevoir que la floripondio n'en fait pas partie. La loi pénale étant d'interprétation stricte, la floripondio n'étant pas une plante catégorisée comme stupéfiant, son offre et sa détention sont donc autorisées. Ainsi, M. Boulnois ne peut pas être inculpé du chef de complicité, pas plus que d'offre et de détention de stupéfiants. Je laisse maintenant la parole à Maître Lameur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous sommes aujourd'hui réunis pour un procès qui me semble dépourvu de toute réalité juridique. Comme ma consoeur vient de vous le présenter, Maurice Boulnois est un anthropologue renommé, directeur des recherches au CNRS. Le ministère public nous assène de complicité et de détention de stupéfiants via des preuves assez abstraites. Au-delà du fait que la complicité et que la détention de stupéfiants reprochée à mon client porte une atteinte certaine à la société, aujourd'hui, nous faisons face à une réalité. En effet, une femme a été agressée. Monsieur Boulnois est un scientifique, comme Monsieur Waleski. Mon client, Monsieur Boulnois, a vissé au ventre le respect des protocoles et l'application stricte des règles et usages. Comme vous l'a précisé ma consoeur, l'article 2 de la charte de l'Association psychédélique française dispose que son but est la recherche sur les plantes afin d'en avoir une meilleure connaissance. Elle mentionne en effet sans inciter à leur usage. La charte est claire, non ambiguë, limpide, compréhensible pour n'importe quel kidam, et M. Waleski n'est pas n'importe qui. Lorsque le 12 mars 2022, M. Boulnois remet à M. Waleski, au terme d'une discussion entre professionnels, un sachet contenant du floripondio, la fleur en question. Soyons clairs, mon client ne vend pas son âme au diable. Il respecte ce qu'il fait. Le sérieux de ses recherches qui l'ont mené à être directeur de recherche au CNRS. Ceci paraît logique. Mon client, à ce moment précis, remet à M. Waleski un sujet d'étude. En effet, M. Waleski connaît bien cette plante, sa provenance et ses propriétés psychédéliques. M. Boulnois ne remet pas cette substance à un étudiant de première année, néophyte en la matière. Mon client, M. Boulnois, remet ce sachet à un doctorant rompu à l'étude des substances aux propriétés psychédéliques pour une étude objective, scientifique et encadrée par l'article 2 de la charte qui mentionne très explicitement « pas d'usage ». À l'instar d'un professeur de médecine dispensant un cours à un interne sur un médicament aux propriétés létales. Il ne vient pas à l'esprit de mon client un instant que cette remise pourrait être dévoyée de son but scientifique consistant à ingérer, absorber cette plante ou pour cet interne, ce médicament aux propriétés létales par exemple. Il est vrai que ce sachet a demeuré sur la bibliothèque de mon client durant plusieurs années. Mais soyons clairs, ce sachet n'était pas à destination de M. Waleski. Cependant, au vu de sa motivation, de ses explications précises et portant une analyse particulièrement poussée sur cette plante,
Mon client a fait confiance à ce jeune doctorant et lui a donc remis ce sachet de Floripondio afin de continuer ses recherches. Aujourd'hui, il est nécessaire d'être clair et précis. Mon client remet ce sachet dans une logique d'accompagnement, d'aide, d'encouragement, de soutien dans la recherche envers ce doctorant passionné. Être complice, au sens de l'article 121-7 du Code pénal, c'est savoir, c'est aider, c'est assister, c'est suggérer, c'est faciliter, c'est être d'accord avec l'auteur de l'infraction lorsqu'il la commet. Mais ici, rien dans le parcours de mon client ne permet de dire que celui-ci a su, voulu, suggéré, souhaité, ou bien même encore espéré que M. Waleski viole les principes essentiels de la charte qui rappellent les principes essentiels du but de l'association, qui sont d'échanger scientifiquement et culturellement sur les substances psychédéliques, mais sans jamais en user. M. Boulnois ne pourrait être complice que si, en remettant la substance à M. Waleski, il a su, voulu, souhaité, suggéré ou bien même encore espéré que M. Waleski viole les principes essentiels de la charte et du but de l'association, c'est-à-dire d'user d'une substance psychédélique en l'absorbant. Mais dites-moi, où avez-vous vu que la remise par M. Boulnois à M. Waleski d'un sachet de Floripondio a eu pour but que celui-ci cause des blessures volontaires à l'égard d'une femme sans défense? Où avez-vous vu que M. Boulnois a eu pour conscience, en remettant ce sachet à M. Waleski, que ce dernier allait jeter en pâture les principes mêmes de la recherche et de la rigueur scientifique? Jamais, au grand jamais, mon client n'a remis sciemment à M. Waleski une substance dans le but que celui-ci cause des blessures volontaires à autrui. Le but était l'aide, l'accompagnement, le soutien. En effet, mon client a développé une certaine forme d'empathie à l'égard de M. Waleski. À l'instar de la rigueur scientifique qui habite mon client, vous ferez preuve d'une rigueur juridique en relaxant mon client du chef de complicité et violence aggravée. Plus rapidement encore, sur la prévention d'offres et usage de stupéfiants. Dois-je vous faire l'affront que n'est pénalement répréhensible que ce qui est prévu par la loi? Non. Comme vous l'a rappelé ma consoeur, l'arrêté du 22 février 1990 fixe la liste des substances classées comme stupéfiants. Au nom de la rigueur juridique, je l'ai lu en entier, je m'y suis arrêtée, j'ai lu les 200 substances classées comme stupéfiants au sens réglementaire, et pour être honnête, je n'ai vu nulle trace du Floripondio. Car la Floripondio n'est tout simplement pas considérée, au sens de l'arrêté du 22 février 1990, comme une substance classée comme stupéfiant. Je n'irai pas plus loin. Et très honnêtement, ceci ne mérite pas d'aller plus loin. C'est très clair. Par ailleurs, je m'étonne que le parquet ait osé poursuivre mon client pour offre et détention de stupéfiants. Car, très clairement, en l'espèce, il n'est pas question de stupéfiants. Le parquet échoue une nouvelle fois à démontrer la culpabilité de mon client sur ce chef de prévention. Il en sera donc débouté. Ma consoeur vous a cité précédemment Dan Brown. Je vous citerai le baron de Montesquieu. L'équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation. Il n'y avait pas pire accusation contre mon client, M. Boulnois, que j'ai l'honneur d'assister, que de dire qu'il s'est rendu complice de violences volontaires aggravées contre une femme dont il admire à titre personnel le talent. Il n'y avait pas pire offense que de l'accuser d'être un trafiquant de stupéfiants. Il n'y avait pas pire épreuve pour lui que de se retrouver sur un banc en qualité de prévenu aujourd'hui. Je ne fais pas appel à l'équité naturelle,
mais en la justice, en qui j'ai confiance. Vous relaxerez mon client, M. Bounois, des chefs de la prévention, car c'est un homme propre, juste, qui se présente devant vous comme il l'a toujours été. Et par-dessus tout, c'est un homme innocent que j'ai l'honneur de défendre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux avocats de Maurice Boulnois? Juste une petite précision, Monsieur le Président. Pour les avocats, pour les conseils de Monsieur Boulnois, pourquoi avez-vous fait choix d'argumenter sur la complicité, mais également sur les infractions d'offres et cession de produits stupéfiants, qui, sauf erreur de ma part, ne figurent pas dans la prévention? Il se trouve que pendant la durée de préparation du concours, on a reçu des mails et plusieurs SMS nous prévenant que nous ne serons pas justement accusés que de complicité, mais aussi de détention et d'offres de stupéfiants. Du coup, on a fait les deux. D'accord. D'accord. Ça a été fait aussi. On en reparlera. Bien. Eh bien, les débats sont clos. Nous allons nous retirer pour délibérer. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Le tribunal va, dans un premier temps, prononcer sa décision sur l'affaire qui lui était soumise. Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de renvoyer Maurice Boulnois des fins de la poursuite, donc de le relaxer. Le tribunal requalifie les faits de violence aggravée par la consommation de produits stupéfiants imputés à Paul Waleski en violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Déclare M. Paul Waleski coupable de ce chef. Le tribunal condamne Paul Waleski à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie à un sursis simple et à 2 000 € d'amende. Le tribunal déclare la conscience de partie civile de Mme Alice Gaveau recevable, ordonne une expertise médicale confiée au docteur Calas avec mission habituelle, fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme Gaveau devra verser à ce dernier à une somme de 1 500 €, renvoie l'affaire à l'audience d'intérêt civil du 6 janvier 2024. Le tribunal enfin condamne M. Waleski à payer à la partie civile une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles engagés durant l'audience pénale. Le jury va maintenant décerner les prix et je donne la parole à Madame le professeur Saint-Martin pour ce faire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci de m'avoir permis de participer à ce jury aujourd'hui. Donc j'ai l'honneur de remettre au nom du jury le prix d'éloquence à Madame Irène Pala. Et toujours au nom du jury, après une petite photo. Le prix du meilleur des Noirs est remis à Monsieur Mathis Sapor et Madame Élise Pic. Bien, Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur le Premier Président. Le prix d'éloquence du barreau est décerné à Madame Alice Mousset. Et nous tenons évidemment à féliciter
tous les étudiants pour le travail qu'ils ont accompli. Sachez qu'il a été difficile de vous départager, je peux vous l'assurer. Voilà, donc encore merci pour ce beau travail que vous avez accompli et merci pour votre participation. On sait bien que la prise de parole en public, la rédaction de mémoire pour de jeunes étudiants n'est pas tâche aisée. Nous vous convions maintenant à un verre de l'amitié qui va se dérouler dans les jardins du palais à l'arrière. Nous allons vous guider, Monsieur Robert, le chef de cabinet réserviste, va vous conduire, mais je donne tout de suite la parole à Monsieur Messinéo pour la remise des prix au préalable. Oui, parce qu'il y a quand même une petite récompense symbolique, mais méritée, et on tenait à vous féliciter pour votre participation à ce concours qui nous tient à cœur et qui surtout eh bien, vous permet de mettre en avant à la fois ce que vous avez appris à l'université et aussi découvrir des peut-être ressources insoupçonnées ou du moins qui sont très cachées parfois de vos enseignants, c'est-à-dire votre capacité à prendre la parole, à aussi accomplir des travaux qu'on ne vous demande pas forcément à l'université et pour lesquels vous investissez beaucoup, avec l'aide de magistrats, d'avocats, et ce sont des moments que nous apprécions. Je tiens aussi à remercier évidemment la Cour d'appel, le barreau de Bourges pour l'aide apportée aux étudiants, ainsi que le tribunal judiciaire. Alors, ce sont des cadeaux universitaires, enfin, l'éducation universitaire. Alors, Madame Pala, bravo, vous êtes lauréate 2023. Et pour tous les autres, alors, il y a des prix aussi de la Cour d'appel. Donc, est-ce que Monsieur le Premier Président ou Monsieur le Procureur Général, vous les offrez aux lauréats? Mais très volontiers. Je laisse cette tâche à Monsieur le Procureur Général. Participer, c'est déjà une récompense. Mais nous avons prévu un programme de lecture pour cet été. Alors, la découverte de l'anthropologie et du chamanisme sud-américain, Carlos Castaneda, l'herbe du diable. Alors, il a été évoqué l'avocat du diable, le mal, etc. Alors, l'herbe du diable et la petite fumée, c'est un texte classique d'anthropologie des années 60 sur justement un étudiant qui découvre le chamanisme et les plantes hallucinogènes au contact d'un Indien bien mystérieux, un certain Juan, qui l'initie à la consommation du peyote et à la connaissance des choses cachées. Voilà. Et puis de manière peut-être plus académique, les drogues face aux droits et un texte un peu provocateur, En finir avec la guerre aux drogues, mais écrit par des collègues, notamment Yann Biziou, qui a travaillé sur la question des drogues et de leur régulation, qui est maître de conférence, je crois, à Montpellier. Donc je vais descendre de mon estrade et puis je vais vous décerner aussi un diplôme de participation.